Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver. On espère que vous aurez passé un meilleur week-end que l'équipe de France féminine. On va commencer malgré tout par un petit peu de NBA avant de venir à ce qui s'est passé du côté de l'Eurobasket. Il y a eu énormément de choses ce week-end. Vous le savez, aujourd'hui commence officiellement la période de la free agency, mais ça n'empêche pas qu'il y a déjà beaucoup de re-signatures de gens qui ont activé ou qui n'ont pas activé la dernière année de leur contrat. Beaucoup de choses. On va pas être exhaustif avec Shai ce matin. On va essayer de faire un panorama des choses les plus importantes. Si vous voulez tout savoir vraiment dans le détail, allez sur basketsession.com. Vous trouverez toutes les signatures, toutes les re-signatures, tous les joueurs coupés, toutes les rumeurs aussi avant cette première journée de free agency. Tout ça, c'est sur Basket Session. Shai, je te propose de commencer par l'un des acteurs majeurs de ces plus de 20 dernières années, LeBron James, qui a décidé donc lui d'activer sa dernière année de contrat qui était optionnelle du côté des Lakers. Une année de contrat qui était à plus de 50 millions de dollars si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que tu as été surpris? Comment tu as vu ce choix de LeBron donc d'activer cette dernière année de contrat, ce qui veut dire qu'il sera free agent à la fin de la saison prochaine? J'étais pas surpris. Si tu te rappelles, je l'avais rapidement évoqué sans même citer LeBron quand on avait parlé d'Austin Reeves et d'autres joueurs et d'éventuels sacrifices. Et je pense que je m'attendais à ce que LeBron active cette option. Il y avait pas d'autre de signe qui allait dans l'autre sens. Ça aurait été pourtant ce qui était probablement le plus utile aux Lakers pour essayer de renforcer l'équipe. LeBron fait partie de ces superstars qui prennent quasiment tout le temps le plus d'argent possible. Alors ça se défend, hein, il n'y a pas de problème, c'est un business. Par contre, est-ce que ça va avec la compétitivité de l'équipe? C'est plus compliqué à comprendre là-dessus. Il y a la déclaration de Rich Paul dans la foulée qui dit LeBron veut jouer le titre, il sait que les Lakers construisent, il comprend, mais il veut avoir une chance réaliste de gagner le titre. On remercie les Lakers pour le partenariat. Ça sonnait un petit peu bizarre, un peu... on pouvait se demander après s'il pourrait pas y avoir potentiellement un trade de LeBron au cours de l'été. C'est possible. Si les Lakers estiment que l'argent que va gagner LeBron est trop pénalisant par rapport à ce qu'il pourrait récupérer dans un trade, faut se demander ça aussi. Est-ce que LeBron a tout simplement envie de poursuivre les Lakers? L'équipe, en théorie, elle peut être compétitive avec Luka Doncic, avec Austin Reeves, tous les autres joueurs qui sont là, mais bon, voilà, c'est pas une surprise du tout. Par contre, ça pose des questions sur la manière dont vont devoir opérer les Lakers pendant l'intersaison. Ouais, je t'avoue que moi j'étais un petit peu étonné. Je pensais que ça allait mener vers qu'il allait pas activer sa dernière année, qu'il allait dans la foulée re-signer sur nouveau contrat de 2 ans en fait, qui lui aurait fait pas forcément perdre d'argent, mais qui aurait été un peu plus team friendly pour permettre aux Lakers d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Je pense pas que LeBron sera tradé. Je vois pas pourquoi il choisirait de finir pour une autre franchise maintenant à ce stade de sa carrière. Mais j'ai été un petit peu étonné quand même. Vraiment, je m'attendais à ce que ça soit, alors pas dans les mêmes, dans les mêmes proportions, mais ce que Fred VanVleet a fait du côté de Houston, où il est devenu free agent momentanément. Ils ont tout de suite reparti sur un partenariat, sur un nouveau contrat de 2 ans, si je me trompe pas. Voilà, je m'étais dit que je voyais plutôt ça venir du côté des Lakers et de LeBron. Bon, à voir ce que ça va donner derrière. Il y a une autre. Alors, un joueur qui a été coupé, mais que je voudrais mettre en parallèle avec tout ça, Shai, on sait que les Lakers ont besoin de se renforcer à l'intérieur. On sait que depuis 2 ans, les Blazers font une collection de big men. Et là, il y en a un qui vient d'être coupé, c'est DeAndre Ayton, donc, qui va être coupé, enfin, son contrat va être racheté par les Blazers et il va se retrouver free agent. Est-ce que ça aussi, est-ce que c'est une nouvelle qui t'a étonné? Et est-ce que tu penses que ça peut être une cible intéressante et réaliste pour les Lakers? Alors oui et oui, ça m'a un peu étonné parce qu'on peut se dire qu'à ce stade, il y avait le temps de travailler sur un trade avec la possibilité de récupérer quelque chose d'intéressant. C'est un joueur qui est pas facile, dont on a vu qu'il pouvait être bon à Phoenix, hein. Il a été un peu moteur quand même dans la saison où ils vont en finale. Il a été bon, c'est un numéro 1 de draft. Il est pas vieux, mais il y a ce côté, est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va se motiver, est-ce qu'il sera déterminé à jouer? Je pense que les Blazers n'ont pas voulu se prendre la tête et du coup ça m'a un peu surpris quand même. Et oui, pour les Lakers, parce qu'ils ont besoin de big men. Il y a certains noms déjà qui sont partis, dont on sait que soit ils restent, soit ils ont déjà été tradés, soit ils seront difficiles d'accès. Est-ce que c'est pas la meilleure solution et la meilleure option pour eux, surtout s'ils acceptent un deal favorable pour eux? Ouais, je pense que après, il faudra réussir à le motiver, à ce qu'il veuille passer le fameux mode Dominaton, comme il aime bien dire.
c'est autre chose, mais je pense que de manière pragmatique, ce sera peut-être le meilleur big man disponible pour eux, surtout à un tarif abordable. Ouais, c'est intéressant. J'ai du mal à jauger, tu vas me rendre compte s'il y a un gros marché de la part d'autres franchises qui pourraient être intéressées par Ayton, parce que dans le même moment, on, les- la ligue entière sait que les Lakers veulent un big man. Donc, toutes les autres équipes vont essayer de tirer le maximum, en fait, de mettre la pression sur les Lakers pour essayer de récupérer le maximum en retour dans le cadre de trade. Et effectivement, je pense que si jamais c'était dans le champ des possibles pour les Lakers de pouvoir signer Ayton en tant que free agent, ça serait vraiment la meilleure option pour eux parce que ça leur permettrait de ne pas se déplumer d'aucun asset et d'aucun de leurs joueurs favoris qu'ils ont autour. Donc voilà, à suivre du côté des Lakers, je pense quand même ce DeAndre Ayton qui est maintenant free agent. Euh, il y a une autre équipe, enfin il y a une équipe qui a pas mal bougé ce week-end. Moi j'ai aimé quasiment tous les moves qui ont été passés par cette équipe. C'est les Cleveland Cavaliers qui dans un premier temps déjà ont re-signé un joueur. Sam Merrill, qui était déjà dans le giron, on savait qu'il serait free agent. Je vais retrouver, je ne sais pas si tu as sous les yeux le. Voilà, alors Sam Merrill pardon, qui re-signe pour 4 ans et 38 millions de dollars. Voilà, avec Cleveland. Plutôt un bon deal, je pense, vu ses qualités de shooter. On a vu qu'il pouvait par moment apporter d'autres choses et que c'était pas uniquement. Je pense qu'il y a un peu plus de potentiel chez Sam Merrill que ce qu'on peut imaginer. Et surtout, dans le même temps, je vais grouper les deux, il y a eu un trade entre les Cleveland Cavaliers et les Chicago Bulls avec Isaac Okoro qui rejoint Chicago. Et en sens inverse, Lonzo Ball qui quitte Chicago pour arriver à Cleveland, pardon, aux Cavaliers. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Shai? Je partage ton avis. J'aime ce qu'ont fait les Cavs à ce niveau-là. Pour la prolongation de Sam Merrill, ils sont en train de faire le choix. Ils ont probablement déjà fait le choix entre Merrill et Ty Jerome, qui a fait une super saison, mais qui va probablement réclamer plus d'argent que ce que ne peuvent lui donner les Cavs. Merrill, sur les 2 saisons où il a vraiment joué avec les Cavs, parce que sur la première, il joue que 5 matchs, mais 2023-2024 et 2024-2025, il shoot en prenant près de entre 5 et 6 paniers à 3 points, tirs à 3 points par match. Il est autour des 40%, donc c'est un super shooter. Il était diminué, il a même manqué des matchs, je crois, sur le tour d'élimination des Cavs. Ils avaient tellement de blessés que je me souviens plus qui manquait, mais en tout cas, c'est un joueur qu'ils estiment beaucoup. Et je pense que ça a du sens dans une ligue où il y a besoin de shooters, de garder ton meilleur shooter, tout simplement. Et pour Lonzo Ball, je suis très content parce que c'était déjà presque impensable de l'imaginer rejouer après ces 2 saisons blanches et le fait qu'il n'arrivait pas à se lever de sa chaise. Enfin, c'était très inquiétant. Et son retour était pas inintéressant déjà avec Chicago. Il y avait toujours un impact défensif, le playmaking. Alors, il sera peut-être pas au niveau qu'il avait réussi à atteindre sur son tout début à Chicago ou même quand il était aux Pelicans, par exemple. Mais c'est un très bon pari. Je pense que ça se tente vraiment. Genre, si tu remplaces Ty Jerome par Lonzo Ball, tu le fais sortir du banc. Voilà, tu as du playmaking, potentiellement un tir extérieur s'il arrive à le retrouver. Il y avait sa meilleure version, c'était un mec qui était très adroit à 3 points, l'un des meilleurs passeurs purs de la ligue et l'un des meilleurs meneurs défenseurs. Donc, il faut se rendre compte de ça. Faudra pas lui demander d'être à ce niveau-là tout de suite, mais avoir ça dans l'effectif quand tu as déjà de bons meneurs et de bons arrières, c'est, je trouve, une bonne pioche et un bon pari pour les Cavs. Moi, j'adore ce choix pour Cleveland. Je trouve que c'est un deal qui est finalement avec peu de risques, mais par contre un gain qui peut être énorme si Lonzo Ball reste en forme. Je pense que c'est la seule question en fait. Moi, je suis même pas inquiet au sujet de son niveau en tant que basketteur. C'est vraiment est-ce qu'il arrivera à rester sur le terrain. C'est le pari que fait Cleveland parce qu'au bout du compte, ce qu'on sait au stade où on est Cleveland, la saison régulière, en fait, après la saison qu'ils viennent de faire, ils s'en foutent, en fait. Maintenant, ce qu'ils veulent, c'est succès en playoff. Et ce qui se passe avec Isaac Okoro, c'est que bien sûr, on a vu un peu de progrès, mais il y a toujours des passages qui sont tellement avides que parfois, tu peux pas le faire jouer en playoff. Tu parlais de Ty Jerome, il va demander beaucoup d'argent. Il a été très mauvais en playoff. Là, il y a une vraie question qui se pose. Est-ce qu'on a vu ses limites? Est-ce que c'était circonstanciel parce qu'il y avait trop de blessés autour de lui? Là, j'ai l'impression que finalement, si tu arrives à avoir Lonzo Ball, tu as un joueur qui peut remplacer les deux quasiment. Tu as un mec qui peut défendre en sortie de banc et tu as quelqu'un par qui tu peux faire jouer tout ton jeu d'attaque. Et ce qui était un petit peu problématique avec Ty Jerome, c'est qu'en saison régulière, il était tellement adroit que c'était parfait. C'était un petit peu comme Pritchard du côté des Celtics où tu avais une espèce de gars à qui on allait donner les ballons, il allait scorer, mais en playoff, il n'a pas été bon en attaque et derrière, il génère pas autant de jeux que peut le faire Lonzo Ball. Je trouve que c'est super et je pense même que ça me rassure un petit peu
J'aime beaucoup le potentiel et le talent de Darius Garland, mais je trouve toujours que c'est une cible quand même qui me fait peur en playoff. C'est une cible défensive. Là, tu as l'option potentiellement de pouvoir te dire si à un moment c'est chaud, qu'il reste de 2 minutes et qu'on veut pas être ciblé, faire jouer Lonzo Ball à côté de Mitchell et du reste des starters et de mettre Darius Garland et jouer un peu comme au handball, même si tu veux, avec le jeu des fautes où tu fais rentrer Lonzo Ball en défense et pardon. Euh, Garland et Merci, Garland en attaque. Voilà, je trouve que c'est un move super. La question, c'est vraiment, ça va être l'état de santé de Lonzo Ball. Je lui souhaite vraiment de pouvoir rester sur le terrain. C'est un joueur fantastique. Carrière vraiment handicapée par les blessures, mais très beau move de la part des Cavs, je pense. On verra maintenant, Ty Jerome, quelles seront les équipes qui pourront se positionner sur lui. Il y en a pas mal. il va toucher des coups, hein. C'est sûr qu'il va être payé, ouais. hein, parce que vraiment, là, Ouais. il a fait une super saison régulière, et même s'il a disparu, comme tu l'as dit, en playoff, il a eu du mal, mais est-ce que voilà, les Cavs ont été en difficulté avec toutes les blessures, il n'a pas réussi à step up, mais je pense qu'il gagnera quand même ses sous. Et bon, bravo aux Cavs pour ces moves-là. Ils vont être attendus quand même, les Cavs, parce en étant premier de saison régulière l'année dernière et avec un recrutement, voilà, donc le choix de la stabilité, mais un petit recrutement comme ça, avec l'Est qui est très ouvert, je pense que les Cavs vont être attendus et qu'ils seront au rendez-vous pour le coup. Ouais. Et juste au passage, quand même, Chicago, très Ah oui, compliqué hein, Okoro, on quand n'a pas même. Alors, parlé. Okoro, ok, très bien, c'est un athlète, mais j'ai pas l'impression, je vois pas quel cap il fera passer à Chicago intrinsèquement. Bref, faudra qu'on fasse un spécial Chicago, un de ces quatre, parce que c'est Ouais. vraiment très dur à lire Mm. la direction de cette équipe. Une autre équipe qui a fait pas mal de moves, c'est les Minnesota Timberwolves, qui ont Ouais. décidé de miser sur la continuité, avec des reconductions à la fois de Naz Reid et de Julius Randle. Est-ce que tu as le détail peut-être sous les yeux? J'ai celui de Naz Reid, qui donc Ouais. rempile pour 5 ans 125 millions de dollars Ouais. avec les Wolves. J'essaie de retrouver Et Randall, celui. ouais, Randall Ouais. c'est 100 millions. Attends, j'étais en train de retrouver le truc. C'était, voilà, 100 millions sur. Je disais que je l'avais évidemment. 100 millions 3 sur ans, il me 3 ans. semble. Sur 3 ans, Ouais. voilà. C'est ça. Et la troisième année, c'est une player option pour Randall. Ouais. Euh, Intéressant parce qu'on se demandait vraiment s'ils allaient changer leur fusil d'épaule, si Julius Randle allait pas être le premier joueur à sauter, malgré quand même un parcours en playoff qui était assez exceptionnel jusqu'à la finale de conférence. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, du côté des Wolves? Bon, ils font le choix de la continuité. Ils ont probablement pas tort. Ils font 2 fois de suite finale de conférence, donc t'es pas loin. Il y a une forme de logique. Nasrid, ça peut sembler un peu beaucoup parce que sa saison dernière a été quand même moins impressionnante. Est-ce que c'est son utilisation, le contexte, tout ça? Bon, on verra. C'est un joueur, c'est leur gars, il l'aime. Le public est fan de lui, donc je pense que c'est aussi un move qui va dans ce sens-là. La seule question que je me pose, parce que je trouve ça logique d'avoir prolongé les deux, tu fais finale de conférence, c'est pas illogique d'avoir fait ça. J'ai l'impression que ça condamne un peu du coup la possibilité de re-signer Nickel Alexander-Walker, J'allais qui va dire, être c'est sûr, ouais. voilà, c'est un des free agents, c'est un des top free agents. C'est pas un des joueurs les plus connus du grand public, mais c'est un super joueur. Et voilà, c'est un membre essentiel de leur banc sur les 2 saisons, sur les 2 campagnes. Mec est capable de défendre, de shooter. Et ça va être compliqué du coup de le conserver, sauf si lui décide de faire une fleur à la franchise, ce qui est probablement pas dans son propre intérêt. Euh, pour lui, il va être très très demandé. C'est ma réserve là-dessus. S'ils arrivent à le remplacer correctement, pourquoi pas, mais quelque part, ils étaient obligés et quelque part, ça aurait été bien de trouver un moyen de conserver Nikhil Alexander-Walker. Les moves sont peut-être pas terminés. On aura peut-être quelques surprises des réajustements qui leur permettront de garder totalement le noyau, mais ça me semble compliqué là. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est sûr pour Nickel Alexander-Walker. Après, voilà, ils ont des rookies, des sophomores, des joueurs Ouais. à faire jouer. Je pense que sur ces postes-là, ils vont essayer ils seront contraints plutôt même de servir de joueurs qui sont moins chers et de les intégrer à leur rotation. À voir. Moi, je pense que c'est un move qui est plutôt intéressant du côté des Wolves, donc je pense dans la mesure où je pense qu'il n'y avait pas de deal qui leur semblait qui qu'ils ont estimé pouvoir leur faire vraiment passer un cap à coup sûr. Donc ils jouent la carte de la continuité, à voir si Mmh. Randle et Nasrid vont au bout de leur contrat. Ça, je suis un peu plus sceptique sur, Ouais. sur tout ça. Je pense que Nasrid, c'est un super joueur, vraiment. Mais parfois, je m'interroge un petit peu. J'ai l'impression que c'est le type de joueur qui tue l'adversaire quand les Wolves jouent déjà bien.
Quand les Wolves sont déjà bons, jouent déjà bien, qui sort du banc, c'est un peu celui qui te met le coup de massue en plus. Je suis pas sûr que ce soit le joueur qui te sorte des problèmes quand ton équipe va pas bien, quoi. C'est bon. À voir ce que ça donnera. Il est adoré par le public sur place. Et tout un tas du Ils public ont s'est des fait faire des banderoles de tatouages tous les matchs. gratuits. C'est ça, voilà. Exactement, c'est Nicole local. C'est un très bon joueur dans tous les cas. Donc plutôt intéressant du côté des Wolves de jouer la carte de la continuité. Tu as raison, 2 finales de conférence de suite. C'est plutôt la logique. On continue à aller un petit peu en vitesse rapide. Il y a eu un trade. Colin Sexton qui quitte Utah pour rejoindre Charlotte en échange de Yusuf Nurkic. Là, pour le coup, ça, je l'avais pas sur ma carte de bingo, là, ce trade. Non, c'est très curieux. Très curieux, comme dit. Enfin, je m'y attendais pas parce que Sexton, qui est un bon joueur, hein, qui peut renforcer. Enfin, j'aurais plus vu renforcer une équipe en étant le 6e homme d'une équipe un peu supérieure. Mais pour moi, t'es les Hornets, c'est tu récupères Sexton en lâchant seulement un joueur au contrat expirant, donc Nurkic, sur lequel il comptait pas du tout. Hein, enfin, je pense pas qu'il comptait sur lui. Et un deuxième tour 2030, qui est quand même quelque chose d'assez vague. J'ai pas trop compris ce qu'avait fait Utah, mais bon, c'est un choix. Est-ce que Charlotte pense probablement pouvoir être compétitif cette saison. En tout cas, ils espèrent un sursaut et Sexton serait dans cette rotation arrière qui. Bon, et à l'Est, ils ont pas tort finalement de se dire c'est ouvert. Peut-être que nous, on peut jouer les playoffs cette année. Sur le talent pur, c'est pas la moins bonne des équipes. Hein, et tu rajoutes Sexton à ça, c'est pas mal. Vraiment, la contrepartie par rapport à ce qu'ils ont lâché pour récupérer Sexton, je trouve ça étonnant. Et c'est plutôt bien joué et je comprends pas trop ce qu'a fait le Jazz. Ouais, j'ai l'impression que c'est pour faire de la place pour Ace Bailey, faire de la place dans la rotation et leurs autres jeunes joueurs, en fait, voilà, se dire de toute façon Sexton, il arrive peut-être au maximum de ce qu'il peut nous apporter, on va développer nos jeunes et remplir un besoin stratégique de se dire, bah ouais, on récupère un big man, Yusuf Nurkic qui reste un très bon intérieur, un intérieur de très bonne facture NBA. J'ai l'impression que c'est plutôt un choix raisonné. Allez, je te propose qu'on fasse un petit tour des signatures qui ont pu avoir lieu pendant le week-end. Du côté des Rockets, vous avez dû le suivre, hein, bien sûr, le trade de Kevin Durant. Dans la foulée, Fred VanVleet, donc, qui avait opt-out de sa dernière année de contrat pour re-signer, on en a parlé tout à l'heure. Et là, il se murmure, c'est pas encore fait, mais que Jabari Smith pourrait re-signer pour un contrat de 5 ans et 122 millions de dollars. C'est l'extension de son contrat rookie du côté des Rockets. Un choix qui me semble logique au vu des derniers mouvements. Shai, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ils le tiennent de toute façon en très haute estime parce qu'il était exclu des conversations de trade quand il y en avait. On savait qu'il serait probablement pas inclus dedans. C'est pas le joueur dont on parle le plus dans cette équipe, mais ces 3 premières saisons, discrètement, elles sont quand même très bonnes. J'avais noté que sur ces 3 premières saisons, donc il a 13 points, 7 rebonds et demi et presque 2 paniers à 3 points par match, 1,7. Et il n'y a que Luka Doncic et Lauri Markkanen qui ont fait ça sur leurs 3 premières saisons en NBA. Donc il y a quelque chose chez ce joueur-là dont on a pour l'instant fait que gratter la surface du potentiel, je pense. Et ça va être un joueur important là, de cette période où ils vont devoir être compétitifs tout de suite. Et en même temps, sur l'avenir, ça reste un jeune joueur. Donc oui, je trouve que le choix est logique et ça va avec ce qu'ils avaient l'air de faire pour lui ces derniers temps. Ouais, j'aime beaucoup ce que font les Rockets globalement. Je trouve qu'il y a une ligne directrice très claire. Ils savent sur qui ils vont faire, ils vont miser pour l'avenir. Et en même temps, ils ont fait un coup très fort en tentant aussi d'être parmi les contenders à court terme. Je continue du côté des Bucks. Il y a Bobby Portis qui donc lui aussi a priori je crois que il avait une clause aussi qui aurait opt-out de sa dernière saison et qui serait sur le point de re-signer pour 3 ans et 44 millions de dollars pour revenir à Milwaukee. On s'y attendait un petit peu, je pense quand même. J'ai l'impression qu'il y a une vraie histoire entre le club et Bobby Portis. J'ai l'impression qu'il y a quand même un attachement mutuel qui est réel. C'est un joueur qui a été essentiel dans la conquête du titre de Milwaukee il y a quelques années. Quelque chose, tu me dis si tu veux ajouter. Ouais, non, mais c'était presque la meilleure option pour Doc Rivers au poste 5 l'année dernière. Donc c'est assez logique avec Brook Lopez qui est libre d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc je pense qu'ils ont ils ont assuré. Ça peut sembler beaucoup à certains parce que défensivement, il n'a pas été incroyable. C'est surtout un très très bon joueur offensif, même s'il est très intense quand il s'y met. Oui, non, j'ai pas été surpris. C'est assez logique finalement. Ouais. Du côté des joueurs qui ont opt-out, un joueur un futur Hall of Famer à coup sûr, James Harden qui a opt-out de son contrat avec les Clippers et qui s'apprête à re-signer a priori pour 2 ans et 81 millions de dollars. Donc James Harden qui resterait aux Clippers la saison prochaine.
Là aussi, pas surprenant. Ça se passe très bien. Enfin, l'histoire est plutôt cool entre Harden et les Clippers. Il a fait une saison où il a montré qu'il avait encore en lui la capacité d'être le meneur, enfin l'option principale, même s'il y a Kawhi avec lui, hein, mais d'être vraiment le chef d'orchestre de l'équipe. La deuxième année du deal, elle est que partiellement garantie. Il y a une player option aussi. Donc il y a quelques protections, mais je crois que c'est un vrai signe de confiance de leur part envers lui. Ils pensent qu'il est capable de se maintenir au niveau All-Star et c'est pas illogique non plus. Ils ont entre guillemets des ressources limitées. On sait qu'ils sont à une période un peu particulière de leur histoire. Donc non, moi, ça m'a pas surpris non plus. Ouais, je pense que c'est le moyen. Finalement, les Clippers qui ont fait une saison vraiment moi surprenante. Encore une fois, je m'attendais Ouais. pas du tout à ce qu'ils fassent ce type de saison cette année. Euh, En playoff, qu'on donnait du fil à retordre aux Nuggets, qu'on pu remplir la salle, leur nouvelle salle, leur arena incroyable. Donc c'est la logique aussi d'un point de vue business. Du côté du Miami Heat, il y a Duncan Robinson qui donc a opt-out aussi. Il lui restait une dernière année de contrat à 20 millions de dollars. Il a choisi de devenir free agent. À voir si c'est pour tester le marché vraiment, si une grosse offre pourrait venir de l'extérieur ou si c'est simplement pour re-signer avec Miami. À voir, je sais pas si toi tu as Je pense que entendu ce d'autres sera- choses à ce sujet. je pense moi, j'ai cru comprendre que ce serait pour signer à Miami sur un deal plus favorable. Parce que sinon, enfin, si c'était juste l'intérêt financier, personne aujourd'hui, je pense, donnera 20 millions à Duncan Robinson. Il est un peu dans le creux au niveau de sa carrière. Donc je pense que c'est pour travailler sur un deal favorable. Il a envie de rester. Miami l'aime bien, mais préférait le garder à un montant inférieur, à mon avis. Ouais. Et peut-être le dernier là-dessus, et j'aurais dû le mentionner quand on a commencé avec les Lakers, j'avais complètement oublié, mais effectivement, très intéressant quand même, c'est Dorian Finney-Smith. Il lui restait une saison de contrat à 15 millions de dollars. Il a décidé de parier sur lui-même et de devenir free agent dès cet été. Et c'est un joueur, pour le coup, qui peut intéresser un paquet de franchises. Je suis curieux de voir si les Lakers arriveront à le faire revenir et à quel tarif, si c'est le cas. Avec LeBron qui prend son truc, qui signe son option, c'est pas simple. Enfin, c'est Jack Fisher qui disait que les Rockets étaient à fond sur lui et que l'intérêt serait mutuel. Euh, ouais, je suis pas sûr qu'on le revoie, qu'on le revoie aux Lakers. C'est possible parce que les deux parties aussi voulaient travailler vers une prolongation, mais ce sera pas simple. La marge de manœuvre financière est pas évidente parce que les GM qui ont suivi Finney Smith depuis Dallas, même à Brooklyn, et son passage aux Lakers, savent que c'est un joueur qui peut être très très précieux, un très très fort défenseur qui, dans les bons jours, est à droit à 3 points aussi. Ça va pas être simple pour les Lakers de le re-signer, je pense. Ouais, à voir. On sait aussi qu'il est très pote avec Luka et qu'ils ont passé quand même l'essentiel de leur carrière Ouais, ensemble. clairement. Donc à voir si ça peut jouer. Écoute, je te propose qu'on referme là sur les signatures qui ont eu lieu ce week-end. Encore une fois, si vous voulez tout le détail, allez sur Basket Session. Vous trouverez vraiment chacune des signatures et des dernières rumeurs. Il y a un joueur dont ce devait être le gros et intersaison qui pouvait maximiser, je pense, d'un point de vue contractuel, ce qui s'était passé cette saison. C'est Malik Beasley. Il Ouais. était en pleine négociation avec Détroit justement pour parler d'un nouveau contrat et ça va peut-être prendre un petit peu de plomb dans l'aile parce qu'il y a une enquête qui a été ouverte autour de Malik Beasley. Est-ce que tu peux nous en parler, Shai? Ouais, c'est chaud, c'est un peu chaud, je pense. Il y a une enquête, donc c'est Shams Charania qui révélait ça hier. Une suspicion de participation à des paris sur des matchs NBA. Alors, il n'y a pas le détail encore. On ne sait pas sur quel match, on ne sait pas quel type de pari. Ce qui est évoqué, c'est des prop bets, c'est-à-dire donc des objectifs à atteindre. Ça peut être en termes de points, en termes de panier à 3 points, comme ce qui a provoqué la condamnation de John T. Porter, qui avait parié sur le nombre de paniers à 3 points qu'il mettrait. Ça peut être en dessous d'un certain seuil, au-dessus d'un certain seuil, ce qui aggrave ou non le côté trucage d'un match ou pas. Parce que s'il fait exprès de rater, ça impacte le match. S'il essaye absolument de marquer, bon, dans tous les cas, c'est considéré comme extrêmement grave, particulièrement aux États-Unis et dans le sport américain. Donc, si l'enquête révèle qu'il a effectivement parié sur des performances à lui ou même d'autres, je pense qu'on ne le reverra pas sur un parquet NBA et je pense qu'il risque de faire un détour par la case prison. On sait qu'il y a déjà eu d'autres enquêtes qui ont été ouvertes. Terry Rozier, pour l'instant, ça n'a pas débouché sur grand-chose. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que si c'est bien le cas, attention, hein, voilà, il est encore présumé innocent, mais c'est un mec qui a explosé les compteurs à 3 points cette année, qui était free agent et qui allait signer probablement un contrat. Je crois qu'on évoquait quelque chose comme 40 millions de dollars. Enfin, j'ai du mal à imaginer que c'est ce qu'il a gagné avec les paris en question s'il a bien participé à ça. Donc, c'est assez fou, mais c'est malheureusement la réalité aussi parfois du monde du sport. Il y a des choses comme ça qui se produisent.
va attendre, on va laisser l'enquête se dérouler, mais ça ne sent pas très très bon pour Malik Beasley. Ouais, l'année en question, c'est pas la saison dernière, c'était la précédente, c'était sur la saison Ok. 2023-2024. Et effectivement, pour l'instant, on parle pas encore d'accusation, mais d'enquête qui est ouverte. Notamment du côté de son agent, on a vraiment voulu insister sur ce point qui est important. À suivre, mais effectivement, c'est vraiment pas le genre de news idéal quand tu penses que tu vas signer le contrat de ta vie. Allez, on va refermer là cette page NBA, Shai. On s'était quitté vendredi en espérant pouvoir fêter ce matin un titre de champion d'Europe de l'équipe de France. Entre-temps, il y a eu 2 matchs. Une demi-finale face à l'Espagne, la Roja, dont on n'arrivera donc décidément jamais à se débarrasser totalement, qui s'est soldée par une défaite de l'équipe de France. Je pense avoir le score final. Tu te rappelles du score de la demi-finale, Shai? Oui, malheureusement, on perd 65-64 contre nos amis espagnols. Quel désespoir. La frustration est toujours pas retombée. Ça a été aggravé par ce qui s'est passé hier en plus, parce que tu disais qu'on rêvait d'un titre. Alors bon, moi, une médaille d'argent m'aurait suffi vu que je considérais la Belgique supérieure en finale, mais 4e place. Une défaite cinglante contre l'Italie, parce que contre l'Espagne, ça se joue à un panier, même si les Espagnols ont globalement... mais ça se joue à la fin, voilà. Ça se joue en deuxième mi-temps, grosso modo. Oui. Grosso modo, la France était devant et l'Espagne a fait exactement ce qu'elle avait fait au tour précédent face à la République tchèque pour serrer le match quand il fallait le serrer sur la fin et nous repasser devant. On pourra y revenir, Shai, mais pardon, t'allais venir au match pour la 3e place face à l'Italie, qui a donc été perdue 69-54 par la France. De toute façon, la France qui a gagné aucun des cartons de ce match. C'est ça, la France j'ai eu le sentiment de voir une équipe qui croyait plus, qui croyait pas, qui s'est un peu sabordée contre une équipe qui, elle, avait pas gagné de médaille, qui participait même plus aux grandes compétitions depuis un certain temps, donc qui était surmotivée, qui avait beaucoup moins de talent, mais qui a nettement dominé les Bleus au niveau de l'envie, de l'intensité. Et on n'a pas reconnu l'équipe de France habituelle, même sans ses stars. C'est pas une excuse, on va voir le bilan, c'est ce qui va m'intéresser. On va voir quelles sont les déductions de la Fédé, du staff et tout ça, mais c'était déprimant. Ce qu'on craignait en début de compétition sur le fait que les joueuses présentes là n'avaient pas forcément déjà été bien préparées ou responsabilisées en l'absence de certaines cadres. On l'a vu, le gap entre les quarts et la demi a été abyssal sur l'intensité du jeu et même la qualité. L'Espagne a été remarquable, il ne faut pas leur enlever ça, même si je considère que la France aurait dû gagner. On a vu en finale contre la Belgique, ça s'est aussi joué c'est un miracle même que la Belgique l'ait emporté à la fin. Vu les circonstances, mais non, les Bleus, il y a eu un sentiment de lâcher prise sur le dernier, alors qu'il y avait quand même une médaille à jouer. Le message du coach, c'était il faut absolument jouer cette médaille de bronze, ce sera notre médaille d'or. Visiblement, le message n'a pas été partagé ou bien reçu de la part des Bleus. Il y a quelques choix, pas forcément entrés dans le détail, mais au niveau des joueuses, de l'utilisation de certaines, on a perdu totalement le mouvement en attaque, les quelques idées qu'on avait pu voir sur les tours précédents. C'était un jeu sclérosé, ennuyeux, défensivement c'était plus assez bon, donc voilà, c'est malheureusement triste et assez déprimant cette fin de tournoi. Ouais, moi ce que je retiens c'est surtout l'inefficacité offensive de cette équipe de France sur les 2 derniers matchs où il y a des mouvements de ballon mais qui est uniquement en périphérie, on retrouve pas du tout cette capacité à attaquer le cercle pour fixer données ou pour proposer d'autres choses dans le jeu. T'as raison sur les choix, parfois sur les rotations, quand même des choses assez peu compréhensibles. C'est une équipe qui avait quand même peu de créatrices, balle en main. Pauline Astier, je pense que c'était probablement la meilleure dans ce registre-là. Alors, elle n'est pas encore très expérimentée avec l'équipe de France A, mais j'étais un peu étonné, notamment dans le match pour la médaille de bronze, qu'on la voit aussi peu, voire pas du tout. Ouais, voilà, pas du match tout. Précédent et 9 minutes le match précédent. Alors voilà, bien sûr, il y a des erreurs, il y a du déchet, mais il y a par moment. Je veux pas non plus dire qu'elle aurait sauvé la situation elle toute seule. C'est pas tout ça. C'est juste simplement pour dire que parfois un petit peu d'incompréhension quand on voit qu'on manque quand même de créativité. Bon. T'as raison, Chat, il va falloir tirer les conséquences de tout ça. C'est vrai que sur tout le premier tour, on a bénéficié d'une adresse assez extraordinaire aussi. Mis à part le premier match contre la Turquie, les matchs qu'on suivit, on avait été extrêmement à droite de loin. Et là, on s'est retrouvé à nouveau dans des situations où on ne se crée pas des tirs de très grande qualité. Et derrière, c'est
on pourrait parler de panne d'adresse, ou est-ce que c'est plus la logique c'est pas non plus comme si l'équipe de France, quel que soit en garçon ou en fille, était une forte nation sur le tir extérieur. Ça marche quand il y a de l'alternance, et là, ça a cruellement manqué d'alternance. Non, c'est ça, c'est terrible. Et puis, tu vois, de dire oui, c'est une jeune joueuse Astier c'était effectivement son premier tournoi, mais les Espagnols, elles ne se sont pas posé la question. Elles ont 3-4 joueuses qui ont entre 18 et 21. Elles ont joué dans les moments clés. Elles ont été. Awafam nous a détruit. Elle vient d'avoir 19 ans. Alors, je ne dis pas que c'est forcément le même potentiel que Pauline Astier. Hein. C'est une joueuse qui va être draftée très haut en WNBA, qui est phénoménale, mais les Espagnols, ils n'ont pas hésité à faire confiance à leurs jeunes sur l'ensemble de la compète, jusqu'en finale. Et je pense que ça aurait été une approche intéressante. Il y a eu une grosse rotation sur les premiers matchs des Bleus avec des joueuses qu'on n'avait jamais vraiment vues en sélection, et c'était plutôt payant. Et on les a plus vues du tout sur la demi et le match pour la 3e place. Donc bon, il y a plein de choses, plein de questions à se poser. Ça faisait 9 compétitions de suite que les Bleus avaient une médaille. Là, ça ne sera pas le cas. Est-ce qu'il y aura remise en question, ou est-ce qu'on va juste se dire bon, il n'y avait pas Gabi Williams, il n'y a pas Marine Johannes, Marine Fotoux, ça ira bien après. On sortait d'une médaille d'argent olympique. Je ne sais pas s'il y aura cette remise en question-là ou pas. Il y aura le bilan qui sera fait pendant l'été, très probablement, mais je ne sais pas si ça va déclencher des choses ou non. Ouais, et bravo à l'Italie, première médaille en 30 ans. Première fois qu'elle finit sur le podium en 30 ans, donc bravo à l'Italie. On parle un petit peu de la finale quand même. Donc cette Belgique incroyable qui finit championne d'Europe après un finish totalement dingue. Elles sont revenues de -12 en 3 minutes pour coiffer l'Espagne sur le fil. Une victoire de 2 points. Attends, j'ai plus le résultat final. 67-65. C'est ça, voilà, de 2 points. Shai, incroyable cette finale. C'était totalement dingue. Alors l'Espagne a encore réussi des prouesses en faisant déjouer ou en limitant l'attaque qui est d'habitude exceptionnelle de la Belgique. Et les Espagnols avaient le match en main, hein, vraiment, tu l'as dit, le plus 12 à combien, à moins de 3 minutes de la fin. Et puis c'est là que tu vois la différence entre une équipe qui, là pour le coup, qui se connaît parfaitement. La Belgique arrive toujours avec la même équipe depuis 10 ans quasiment. Et dans les moments difficiles, elles ont réussi à s'accrocher. Et les Espagnols ont fait des erreurs. Attention, elles ont un peu... elles ont laissé les Belges revenir avec des erreurs. Enfin, la passe de Ortiz à la fin qui est interceptée alors qu'elles peuvent encore le gagner facilement. Des choses comme ça. Mais la Belgique a des joueuses exceptionnelles qui arrivent aussi à s'élever au moment opportun. Là, pour le coup, c'est pas Emma Messman. Il y a eu Julie Allemand qui a mis un panier à 3 points énorme. Antonia Delart qui a été discrète sur le début du tournoi, mais qui fait l'interception à 5 secondes de la fin pour aller finir au cercle et donner un point d'avance aux Belges. Voilà, la Belgique, moi, évidemment, tu sais que ça me ravit parce que c'est l'équipe que je préfère voir jouer, l'équipe de la sélection nationale que je préfère voir jouer. Ça n'a pas été le tournoi où elles ont pratiqué le plus beau basket par rapport aux dernières années, mais c'est aussi ça, les grandes équipes, elles étaient favorites. C'était la seule équipe qui arrivait au complet. Elles ont réussi à l'assumer au final et à écarter l'obstacle espagnol. Il faut vraiment dire bravo aux Espagnols parce que avec elles aussi avaient beaucoup d'absentes. Elles ont fait jouer des jeunes. Elles ont pas renié leur principe de jeu. Elles sont allées jusqu'en finale. Et puis il y a psychologiquement perdre encore contre l'Espagne, ça fait mal, mais quand même bravo à elles. On n'est pas sur un niveau d'amertume comme quand les garçons espagnols nous battent en général où on ressort avec l'envie de se bagarrer. Là, c'est juste bravo. Elles ont mieux géré que les Bleus et elles ont failli faire tomber la Belgique, qui est quand même maintenant double championne d'Europe en titre, malgré un changement de coach. C'était Mike Thibault, l'Américain, légende du coaching WNBA, qui était cette fois sur le banc. Ça a fonctionné avec une équipe qui se connaît par cœur et qui arrive à enchaîner les titres maintenant. Ouais, bravo à la Belgique, vraiment impressionnante. Pour finir sur un petit mot d'équipe de France, il y a aussi la liste de l'équipe de France masculine, donc de présélection pour l'Eurobasket qui se jouera au mois d'août. Si je ne me trompe pas, c'est ça les dates, Shai? C'est fin août, début septembre. Des questions. C'est ça, c'est à la fin de l'été. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des surprises dans cette liste, des choses qui t'ont ravi, déçu? Quel était ton point de vue sur tout ça? Du coup, j'essaie de retrouver la liste. Je te donne la liste. Alors, pour les meneurs, on retrouve Sylvain Francisco, Théo Malédon, Franck Nilikina, Mathieu Strazel. Sur les postes arrière-ailier, Isaiah Cordinier, Bilal Koulibaly, Ousmane Dieng, Nadir Rifi, Timothée Luaou Cabarro, Eli Okobo, Zachary Rizaché. Et à l'intérieur, Moussa Diabaté, Jalen Horde, Mohamedou Djaïté, Mathias Le Sort, Vincent Poirier, Alexandre Sarr, Gershon Yabouzélé. Donc c'est une liste élargie, bien entendu, pour l'instant, puisqu'il y a 18 joueurs pour l'instant qui sont convoqués.
Ah, c'est ça, il y en a 12 qui partiront, donc je sais pas encore lesquels partiront à la fin, mais il y a des noms qui me font très plaisir dedans, tu t'en doutes, notamment dans le secteur intérieur. Je suis très heureux de voir Moussa Diabaté avoir sa chance, au moins, je sais pas s'il ira à l'Euro, mais le savoir dans le groupe comme ça élargi, ça me fait très plaisir. Il y a sur le point Diabaté dans les CQFR, donc j'espère le voir. Autre qui me fait très très plaisir, et lui j'espère vraiment aussi qu'il ira parce que il est énorme en compétition européenne. Jalen Horde, qui joue en Israël depuis 2 saisons en Euroleague, il est excellent. Et il mérite d'avoir sa chance avec une polyvalence au poste 4, plein de bonnes choses qu'il peut apporter. Et sur le reste, il y a quelques choix compliqués à faire, hein, notamment sur les secteurs arrière. Est-ce que tu gardes les plus expérimentés? Est-ce que je suis content de revoir Sylvain Francisco aussi, hein, qui avait été écarté de la dernière compétition. Il y a un très beau groupe. Il manque, c'est sûr qu'il manque Evan Fournier, ça fait un peu mal. Il manque Rudy Gobert, il manque Victor Wembanyama. Mais sur le papier, c'est quand même pas mal. Enfin, il y a de quoi faire quelque chose de sympathique. J'ai du mal à savoir qui sera coupé dedans. Il faudrait que j'y réfléchisse un peu mieux, mais là, dans le secteur intérieur, il y a quand même des mecs qui sont un peu intouchables, les Mathias Le Sort notamment. Voir les jeunes. Qui revient Les de jeunes blessure quand même. Ouais, qui revient de blessure, mais je pense qu'il est quand même important dans le groupe et avec ce qu'il a fait pendant les JO, à mon avis, sa place elle est quasiment assurée s'il est bien physiquement. Et dernier truc, c'est intéressant de voir les jeunes joueurs NBA être présents. Je sais pas s'ils sont là juste pour prendre la température ou s'ils vont vraiment faire la compète, mais Rizaché, Alexandre Sarr, Ousmane Dieng aussi, quand même. Je trouve que c'est plutôt cool. Je suis curieux de voir ce que va faire Frédéric Fautoux avec ça. Ouais, ce qui est intéressant aussi avec une équipe comme ça où finalement il y a peu de joueurs qui sont... Sur le papier, je pense qu'il y a peu de joueurs qui sont sûrs et certains d'avoir leur place. Quelque part, il n'y a pas les historiques. Donc ça va être intéressant de voir justement si de ce côté, Frédéric Fautoux va vraiment tout remettre à plat et se dire, bon bah voilà, c'est un rassemblement, on va voir qui se détache, qui joue le mieux. Et avec un petit peu en mode, bah, il faut prouver pour gagner sa place. Même si certains joueurs, on est d'accord, on imagine les retrouver à coup sûr quasiment. Ouais, Mais je pense que c'est... Gershon sera là, c'est Ouais, sûr. notamment. Donc ça va vraiment être intéressant de voir comment ça va se dérouler et de voir quel type de jeu va vouloir développer Fred Fautoux pour cette compétition. Ouais. On a hâte de voir la préparation des Bleus commence le 24 juillet et donc ensuite la liste définitive elle sera attendue au mois d'août. Donc on a un petit peu de temps pour se projeter sur tout ça. On va refermer là ce CQFR. Juste pour information, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Rivers et de Basket Session, samedi on a posté un podcast dans lequel on était rejoint par Guillaume Laroche, fondateur de Basket Session, cofondateur de Rivers, si vous voulez savoir en savoir un peu plus sur notre histoire. Et hier, on a fait un Hoop Culture vraiment très sympa avec Marie Patrux, avec mon camarade Pierre Armand Samama. Donc si vous avez raté ça, n'hésitez pas à aller y prêter une oreille. Nous, on se retrouve demain où il devrait y avoir d'autres signatures, parce qu'après cette première journée de Free Agency, on imagine que ça va être chaud. En attendant, tout est sur Basket Session. On vous souhaite de passer une excellente journée et on vous dit à demain. Ciao. Ciao, bonne journée.